Mais en fait, on ne m'a jamais invité depuis 2005. Hein. En 2005, pendant le débat référendaire sur l'anticonstitution européenne, mon nom est arrivé avec une chance. Hein. C'était un texte qui a beaucoup circulé et qui a conduit les médias à me faire venir ou à venir chez moi, beaucoup. Ah, vous avez été un peu invité quand même. Vous avez fait une intervention particulièrement marquée chez Frédéric Taddeï, c'était dans Ce soir et jamais. Oui, il y en a eu quelques-unes. Et puis un débat, j'avais eu l'occasion aussi d'animer. Mais en 17 ans, finalement, c'est pas beaucoup finalement. Parce qu'en fait, ce que je dis est très subversif, ce que je suggère est très dissident. Et voilà. Et en fait, c'est assez compliqué, je crois, de défendre le principe du gouvernement représentatif que j'appelle l'escroquerie parlementaire. Sérieusement, les yeux dans les yeux, à la loyale. Et donc, dans ce cas-là, ce que font les prétendus journalistes, parce que pour moi, ça n'en sont pas, ça n'en est pas, ils font silence. Comme ils font avec Asselineau, d'ailleurs. Hein. Asselineau, ils ne sont pas capables de lui tenir tête, alors ils ne l'invitent pas. Alors que c'est le meilleur connaisseur des sujets européens du pays. Vous trouvez ça normal, donc un penseur comme vous, en réalité, si on regarde bien, donc interdit d'antenne, hein, vous le dites, dans les grands médias, les médias mainstream en tout cas? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais bon, c'est parce qu'on n'est pas en démocratie. Hein, et c'est notre faiblesse, je pense, à nous tous, hein, qui réfléchissons à la politique, c'est qu'on accepte d'appeler démocratie un régime qui est son strict contraire. Une démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos, donc le peuple décide. Et dans le régime dans lequel nous sommes, le peuple ne décide de rien. Il est littéralement mis à l'écart. C'est écrit dans ce petit texte là, c'est le plan de la prison. Hein, c'est la Constitution. Il faudrait y ajouter les traités européens. Mais ce texte, la Constitution européenne, la Constitution française et la Constitution européenne, c'est un deuxième mur d'enceinte en fait, nous enferme littéralement. Alors il est écrit nulle part que nous n'avons aucun pouvoir, mais en fait c'est une absence. Nous ne sommes nulle part là-dedans. Et c'est parce que nous ne sommes nulle part que nous sommes impuissants. Et il me semble que ce qui est un peu désespérant, c'est que toutes nos discussions politiques ignorent cette impuissance politique. J'ai l'impression qu'on est comme des prisonniers dans une cellule, des prisonniers, et donc qui ne décidons de rien, et qui regardons par la fenêtre en disant « si on était dehors, il faudrait aller à gauche ». Non, pas du tout, il faudrait aller à droite. Et on se dispute entre nous dans la cellule, alors que la porte, en fait, de la prison, elle est fermée, mais pas fermée à clé. Il suffirait de la pousser. Tout seul, je ne peux pas la pousser, elle est trop lourde pour moi. Tous les deux, tous les trois, on n'y arriverait pas. Mais si on était tous ensemble, on la pousserait et on s'évaderait. Et en sortant de la prison, on pourrait décider, oui, alors là, ce serait le moment de décider, de se disputer, est-ce qu'on fait des choses de gauche, est-ce qu'on fait des choses de droite, ou autre chose encore. Mais justement, est-ce que l'État ne fait pas exprès, non, mais l'État... ou les pouvoirs publics, ou le système, ou je ne sais pas qu'on peut l'appeler, pour justement nous diviser Oui, bien sûr. Et absolument, c'est un enjeu majeur de nous diviser. Et précisément, les oppositions, ce qu'on appelle les oppositions, l'opposition de gauche, l'opposition de droite, je pense, en France, c'est Mélenchon et Le Pen, mais en fait, ils sont à eux deux, volontairement ou non, je ne suis même pas sûr qu'ils en soient conscients, peu importe, mais ils sont une opposition contrôlée, c'est-à-dire, ils nous coupent en deux, littéralement. Sur un sujet, alors en gros, c'est quoi? C'est les étrangers. Ouais, les étrangers, ils ont qu'à arrêter de se disputer sur les étrangers et dire on décidera par référendum. Voilà. Et on se met ensemble. Parce qu'en fait, le fait de nous diviser sur un sujet comme ça, qui en plus n'est pas du tout le sujet essentiel, enfin, je veux dire, notre principal sujet, c'est pas celui-là. Hein. Il n'y a pas de quoi s'empailler là-dessus si gravement. Ça nous coupe en deux, ce qui fait qu'on ne gagnera jamais une élection. Donc on dirait que tout est fait pour qu'on perde dans un système qui... D'ailleurs, même si on gagnait, hein, je veux dire, même si on gagnait, nous ne votons jamais. Nous ne faisons qu'élire. Et nous confondons les deux. On dit, on va voter, est-ce que tu as voté? Ben non, mais il ne faut pas dire voter. Voter, c'est décider. Or, nous... Alors, on va commencer à aborder le débat, technique, le premier débat dans un instant. D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes encore professeur? Mais les médias ne parlent pas moins de moi. Les médias n'ont jamais beaucoup parlé de moi. Ils m'ont jamais... Enfin, à chaque fois qu'ils parlent de moi, c'est pour dire c'est le phénomène Chouard en 2005, d'où il sort celui-là, d'un inconnu, un simple bonhomme, dont le texte circule alors que ça échappe à tous les circuits habituels.
Et en fait, les gens de TF1 qui viennent chez moi, près d'Aix, en Provence, et puis qui passent la journée avec moi, donc je leur explique toute ma bagarre sur l'Union européenne, la lecture des traités, le fait que ceux qui sont élus n'ont aucun pouvoir, tous ceux qui ont du pouvoir sont pas élus et sont irresponsables, tous ceux qui décident sont totalement irresponsables. Enfin, tous les mécanismes dangereux dans les institutions européennes. Et puis, ça donne 3 minutes au journal à 20h, avec rien. C'est simplement, ils prennent un plan de coupe de mon fils qui est en train de boire un pastis. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est affligeant, quoi. Les médias parlaient de moi, mais pas du tout pour parler de mon travail et de ce sur quoi je... Alors, en parlant de travail, donc, vous faites quoi aujourd'hui? Vous n'êtes plus professeur? Non, je suis à la retraite depuis 3 ans. Et donc, enfin, je suis libre de militer. Et vous continuez vos différents travaux politiques, quand même. Oui, voilà. Ceci dit, depuis la réélection de Macron, c'est terrible. Hein. Le fait qu'ils arrivent à faire réélire un tyran pareil, c'est quand même... Il y a un rapport de force qui est dur. Hein. Le premier de ces thèmes d'actualité, c'est également l'inflation et le pouvoir d'achat, qui continue d'être au cœur, bien sûr, des préoccupations des Français. Quelles sont les causes de cette inflation, selon vous, Étienne Chouard? Alors, les causes sont multiples, mais bon, principalement, là, on est en train, avec la crise fabriquée, c'est pas une crise. L'action du gouvernement pour juguler cette crise, justement, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Le fait de multiplier les prix de l'électricité, de l'énergie, par 2, 3, 4, 10 parfois, ou bientôt plus, ça va augmenter les coûts de production de toutes les entreprises, donc ça va augmenter tous les prix, ça va faire exploser, rien que ça, indépendamment de la guerre, de tout ça, rien que ça va... Et c'est absolument non nécessaire pour notre pays. Nous n'avons pas besoin, il n'y a rien qui nous impose de payer l'électricité, c'est une décision... technocratique, administrative, idéologique, mais idéologique. C'est pas possible que ces gens-là pensent servir le bien commun quand ils font ça. C'est pas possible. Non, ils sauvent l'Europe. Et ils sont pas cons, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes, ils sont pas en train de se tromper. C'est à l'Europe que ça profite. En fait, c'est pas que ça profite, c'est que si la France se barre du marché européen de l'énergie, que l'Espagne se barre du marché européen de l'énergie, qu'elle a déjà fait le Portugal, le machin, si on est un gros bébé comme la France... C'est compliqué. Là, Macron, il est en train d'essayer de sauver une Europe dont on a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Et pour lui, ça vaut 400 000 familles en France. Ils mettent l'électricité chère parce qu'il faut que les indépendants, les PME, les petites entreprises, les boulangers... c'est la concentration. Et que des grands groupes reprennent ces fonds de commerce pour prendre ces anciens boulangers, bouchers, etc., pour qu'ils en fassent des futurs salariés au SMIC. Voilà. Et en contrepartie... On sait que tout cela est prémédité. Mais évidemment. Mais c'est la concentration du capital. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un chef d'orchestre. Oui, Myriam, rapidement. Non, je suis totalement d'accord avec Max. C'est évident qu'on veut tuer tous les petits commerces et que croire que c'est juste un malentendu, une conjoncture qui fait que... moi, je pense sincèrement que c'est une volonté de détruire tout ce qui est artisanat en France. Tous les indépendants, en fait. Voilà, tous les indépendants à l'échelle mondiale. L'État n'aime pas les indépendants. L'État n'aime pas les indépendants. Ça dépend de l'État, Mike. Enfin, je parle du système aujourd'hui. L'État actuel, voilà. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'État n'est pas forcément ce qu'il est aujourd'hui. Si nous l'instituions, c'est-à-dire si nous instituions... L'État, normalement, c'est nous. Oui, normalement, ça devrait être nous qui l'instituons. C'est-à-dire une constitution, c'est un texte par lequel un groupe d'humains qui a décidé de vivre ensemble... précise les modalités de sa représentation, comment on désigne ceux qui vont décider en notre nom, comment on les contrôle, comment on les vire quand on n'est pas content, comment on garde la main, et comment on modifie ces règles-là, comment on modifie la Constitution. Donc toutes ces règles-là, c'est à nous de les mettre en place, et nous décidons ce qui s'est passé quand on institue un État. L'idée qui la sous-tend, c'est que, craignant la loi du plus fort, qui est tout sauf une loi, précisément, c'est mal nommé, mais craignant la loi du plus fort, c'est-à-dire l'arbitraire des plus forts, nous décidons d'instituer une puissance publique plus forte que le plus fort d'entre nous, pour que même le plus fort d'entre nous ait peur de quelque chose. Donc nous instituons une puissance qui, parce qu'elle est publique, est forte, est capable d'être forte, plus forte que le plus fort d'entre nous. Et c'est elle qui va réguler nos rapports. Mais attends, cette puissance, elle est dangereuse. Et en même temps qu'on l'institue, nous devrions... Mais il faudrait que ce soit nous qui l'instituions pour que ça marche. En même temps qu'on l'institue, on sait qu'on en a besoin, mais que c'est dangereux. Et comme c'est dangereux, en même temps que les pouvoirs, on institue des tas de contrôles des pouvoirs. Il faut que chaque pouvoir... Il est très important que chaque pouvoir ait peur.
Je m'arrête exprès pour que vous compreniez que c'est super important. Il est très important pour nous tous que tous les pouvoirs, que chacun des pouvoirs ait peur de quelque chose. Et c'est à nous d'instituer. Alors, pour l'instant, nous laissons les pouvoirs instituer eux-mêmes les règles de leur contrôle. Donc, évidemment qu'ils instituent des faux contrôles dont ils n'ont pas peur. Mais c'est la faute du processus constituant qui est mauvais. Nous devrions apprendre. Et si vous ne voulez pas l'apprendre vous-même, parce que vous avez la flemme, vous n'avez pas le temps, apprenez à vos enfants. Au moment où Agnès Buzyn, par exemple, sa mise en examen a été annulée, donc ça a dû vous révolter, ça, par exemple, c'est un sujet connexe. Des exemples d'injustice, il y en a tellement. Ne vous distrayez pas sur les exemples, essayez de revenir sur l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que l'injustice perdure ? Qu'est-ce qui fait que l'injustice perdure, malgré le fait que vous connaissez les injustices? Qu'est-ce qui fait que les dysfonctionnements perdurent, alors que vous connaissez les dysfonctionnements? Vous savez comment il faut les régler, vous avez les solutions. Ce qui fait que vous ne changez rien, c'est que vous êtes impuissants politiquement. Nous sommes impuissants politiquement, et nous nous foutons du texte dans lequel cette impuissance est programmée. Enfin, on va nous rétorquer qu'on vote, que c'est... Non, mais on ne vote pas, on élit. Bah oui, on élit, mais... Élire, c'est renoncer à voter. Donc, on ne vote pas, justement. Nous ne votons jamais. Les seuls moments où on vote, c'est les référendums. Oui, ça va faire agir derrière. On va tout péter! Les seuls moments où on vote, c'est les moments des référendums. Et les référendums, c'est pas nous qui posons la question. Ils sont pas d'initiative populaire, pardon. Donc, c'est pas nous qui choisissons les questions. Donc, on ne nous pose que des questions à la con auxquelles on répond une réponse évidente. Et après ça, on présente ça comme Si elle n'est pas évidente, elle est annulée. Et si elle n'est pas évidente, elle est annulée, comme en 2005, ça a été annulé en 2008. Si vous voulez instituer une démocratie, enfin, nous avons besoin d'une démocratie. C'est-à-dire que notre problème, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, nous n'avons aucun pouvoir, et les riches font ce qu'ils veulent, au point de ne plus payer d'impôts. À Athènes, il n'y a que les riches qui payent les impôts. Aujourd'hui, les riches sont ceux qui ne payent pas d'impôts. Là, vous parlez de l'évasion fiscale, vous parlez de l'évasion taux d'impôt. Oui, absolument. De toutes les façons d'échapper à l'impôt qu'ont les plus riches. Nous avons besoin d'un régime dans lequel les riches ne payent pas d'impôts en France, ça c'est proportionnellement ils en payent ici. C'est une question de nuance, de proportion. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut une démocratie, c'est-à-dire si on veut un régime dans lequel la population décide elle-même de son destin, il faut penser, quand on institue cette puissance politique de décider, il faut penser en plus à instituer une souveraineté monétaire. Parce que si vous instituez une souveraineté politique et que quand il faut ensuite financer les décisions que vous avez prises, au moment de financer, il faut aller demander à un banquier, central ou pas central, il faut aller demander à un banquier si va vous créer l'argent nécessaire. Ben, si lui, il a le pouvoir de vous dire oui, ça vous le ferez, ou ça, non, je ne vais pas vous le donner, c'est lui qui est souverain. Donc si vous voulez être souverain politique, il faut que vous soyez aussi souverain monétaire. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas le contrôle de la création monétaire et ça nous manque cruellement. Or, il faudrait, j'ai pas beaucoup de temps, donc je fais des conférences entières là-dessus, mais il faudrait que je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce qui est souhaitable pour tout le pays. Après la crise de 29, en Autriche, en Allemagne, partout, le chômage a sévi. D'un seul coup, nous avions beaucoup moins d'argent. Et donc, il y avait du chômage. En fait, quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Quand il y a trop d'argent, il y a de l'inflation. Et quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Et donc, il y avait un chômage de masse terrible. Il y a des communes dans lesquelles il y avait 60% de chômeurs, tout était bloqué. Une petite commune qui s'appelait Schwanenkirchen, c'est un nom à coucher dehors avec un billet de logement, un nom compliqué. Puis il y avait une autre commune qui s'appelait Worgl, W-O-R-G-L, et qui ont... donc, chômage terrible, tout bloqué, les mineurs qui ne vont plus travailler, on ne peut pas les payer, les commerçants qui ne travaillent pas, la misère. Et les maires de ces deux petites communes, et puis d'autres ensuite, ça fait tache d'huile, les maires avaient lu Silvio Gesell et la théorie de la monnaie fondante, la théorie de la souveraineté monétaire de la puissance publique, et ils ont eu le culot, et c'est ça que nous devrions avoir aujourd'hui, ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Donc c'est le maire, avec son conseil municipal, et ça se discute, ça se prépare avant, mais ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Alors, ils savaient que créer la monnaie, c'était interdit, parce que les usuriers ont fait bien attention à interdire qu'on fasse ça. Et c'est ça qui nous emprisonne complètement. Mais là, c'était tellement criant la crise qu'ils ont eu le culot, le courage de créer des bouts de papier sur lesquels ils n'ont pas écrit monnaie, ils ont écrit bon travail, certificat de travail. C'est ça la monnaie, c'est des certificats de travail. Donc, mais ils ont écrit certificat de travail. Et
ils ont décidé de payer les mineurs avec ces certificats de travail, d'accepter ces certificats de travail en paiement des impôts. Et il y avait une partie des commerçants qui ont joué le jeu, qui ont dit « Ok, on va accepter ces certificats de travail comme monnaie en paiement. » Et puis une autre partie des commerçants qui ont pas voulu jouer le jeu, qui ont dit « C'est de la monnaie de singe, nous, on continue à vouloir des marques. » Et en fait, il a fallu, mais c'est pas des mois, en quelques semaines, le chômage disparaît. C'est-à-dire que dès que nous instituons une puissance publique capable de créer la monnaie, en lui donnant comme mission, avec cette monnaie, il faut que tu sois employeur en dernier ressort. N'oubliez pas cette expression, employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que moi, citoyen, je te donne à toi le maire et ton conseil municipal, je te donne le pouvoir de création monétaire parce que c'est un geste politique, c'est pas un geste économique, c'est un geste politique. Je te donne à toi, et c'est pareil au niveau de l'État, je te donne à toi, chef de ma communauté politique locale, le droit de créer la monnaie, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour donner du boulot à ceux qui en ont pas, pour qu'il n'y ait plus de chômage. Et quand ils le font, en quelques semaines, il n'y a plus de chômage. Les gens se mettent à bosser. Et à ce moment-là, les commerçants se remettent à s'activer. Les bonnets de nuit qui ne voulaient pas y participer, voyant que ça marche, se mettent à faire marcher. Et vous avez toute l'activité qui reprend et la prospérité qui revient. Il n'y a rien de plus simple. Alors, les banquiers vont vous dire, c'est inflationniste si vous créez la monnaie. Ça n'est pas vrai. Écoutez bien, ça n'est pas vrai. Ce qui est inflationniste, c'est créer la monnaie sans contrepartie. Vous avez deux valeurs à connaître. Vous avez la valeur des richesses, toutes les richesses que nous produisons, et puis vous avez la masse monétaire, tous les signes monétaires que nous avons à notre disposition pour échanger ces richesses. Il faut que ces valeurs restent comparables. Si vous avez trop de monnaie par rapport aux richesses, si vous créez la monnaie, chaque monnaie a une contrepartie de plus en plus faible, et la valeur de la monnaie s'affaiblit, et les prix augmentent en contrepartie, et vous avez de l'inflation. Donc vous avez en fait, en créant de la monnaie, vous avez dévalorisé votre monnaie, et vous allez finalement revenir à une situation pire qu'avant. Si la production s'effondre, comme dans le cas d'une guerre ou d'un blocus, vous avez le même effet. Vous avez un effet d'inflation. Les hyperinflations, d'ailleurs, sont souvent créées, non pas par une création publique de monnaie, comme les banquiers voudraient nous le faire croire, mais c'est souvent parce qu'il y a une guerre ou une diminution de la production des richesses. En tout cas, c'est quand il y a trop de monnaie qu'il y a de l'inflation, et inversement, quand il n'y a pas assez de monnaie, il y a du chômage. Ça devrait être une prérogative publique sous contrôle citoyen, d'observer que nous avons de l'inflation et donc d'augmenter les impôts, de créer moins de monnaie pour ramener le niveau de la monnaie au niveau raisonnable, ou bien quand il y a du chômage, ça devrait être une décision politique des citoyens de dire nous avons besoin de monnaie supplémentaire, et quand vous créez de la monnaie dans cette circonstance-là, vous donnez la monnaie à des chômeurs, mais quand vous donnez de la monnaie à un médecin qui était au chômage, il ne crée plus de richesse. C'est un drame, c'est tragique cette situation du chômage. Ces gens ne créent pas de richesse juste parce qu'il n'y a pas d'argent. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. L'État devrait créer la monnaie quand il dépense, et l'État devrait détruire la monnaie quand il reçoit l'impôt. Ça donnerait la même chose que ce que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pensons dans un autre sens. Pour l'instant, nous pensons les banques créent la monnaie quand nous empruntons, et ils la détruisent quand nous leur remboursons. Ça se passe dans la société civile. Et l'État, nous le voyons comme venant comme quoi piquer de l'argent par de l'impôt. Alors on prend 100 d'impôts, et si on a réussi à prendre 100 d'impôts, on peut avoir 100 de services publics. Nous collectons 100 d'impôts pour dépenser 100 de services publics. Vous pensez comme ça pour l'instant. Et vous vous dites, s'il n'a collecté que 100 d'impôts, il peut dépenser que 100 de services publics. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les recettes et les dépenses. Essayez de penser dans l'autre sens, en vous disant, l'État crée des services, dépense des services publics, il crée les 100, il les crée, les 100, pour payer les services publics, et ensuite, il va les récupérer sous forme d'impôts, vous avez toujours 100 égale 100. Sauf que si vous avez besoin de plus de services publics, puisque c'est ça qui est le moteur, au lieu de dépenser 100, vous dépensez 200 de services publics, et vous avez... Et donc vous créez 200 d'impôts. Et puis vous prenez 200 d'impôts. Donc vous êtes pour l'augmentation des impôts. Mais oui, mais pas par personne, puisque vous avez donné plus d'argent à plus de monde, vous avez mis au boulot les chômeurs, donc vous allez prélever 200 d'impôts, mais pas sur la même population, sur une population plus grande, et donc c'est pas du tout plus douloureux. Simplement, vous avez tout qui marche mieux. Faites attention, l'objection que les banquiers vont vous donner, l'objection, c'est si vous créez de la monnaie,
vous allez créer de l'inflation, vous êtes un irresponsable, on a bien fait de ne pas vous donner la création monétaire, laissez-nous, les banquiers, gérer ça entre professionnels. Or, les banquiers créent de la monnaie, mais alors à gogo, vous avez vu depuis 2008, c'est incroyable, c'est des milliers de milliards qui créent sans contrepartie. Je ne vous parle pas des crédits où la contrepartie, c'est le remboursement, le travail qui permet le remboursement. Non, non, le quantitative easing qu'on a depuis 2008, pendant les 30 glorieuses, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70, plus que ça, 80, puisque c'est les socialistes qui ont détruit ça, tous les contrats, donc les salaires étaient indexés sur les prix, les loyers étaient indexés sur les prix. Non mais c'est super important parce que l'inflation, on s'en fout complètement. Alors, je ne me fous pas de l'hyperinflation, mais une inflation de 3, 4, 5%, ça n'a aucun impact sur les petites gens, comme ils disent. Si les salaires suivent automatiquement. Vous savez quoi, pourquoi n'est pas respectée la démocratie? Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas instituée. Une démocratie, ça s'institue. Démocratie, c'est un régime dans lequel le démos a le kratos. Le peuple décide. Où est-ce que vous voyez une institution? Donc là, c'est la Constitution que vous bandissez. C'est la Constitution. Mais oui, la Constitution. Elle n'a pas l'air très grande quand on la voit comme ça. Mais parce que pour toi, démocratie représentative, ça ne veut rien dire. Mais c'est un oxymore. C'est comme tu dis un banquier honnête. C'est pas la possibilité de la représentativité. Le fait même, le mot gouvernement montre qu'on n'est pas en démocratie. Parce que s'il y a un gouvernement, c'est que ce n'est pas le peuple qui décide, c'est précisément le gouvernement. Le mot gouvernement devrait vous choquer. Au début, au sortir de la Révolution française, on ne parlait pas de gouvernement, on parlait d'exécutif. Parce qu'on faisait très attention à ce que tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires, ne soient pas dans les mêmes mains. Or, quand on dit gouvernement, on a glissé petit à petit, et quand on dit gouvernement, celui qui gouverne, il cumule les pouvoirs. Et c'est lui qui décide de la politique du pays. Mais tout dans la Constitution est... elle n'est même pas légitime, selon vous, cette Assemblée nationale? Non. Mais d'abord, cette Constitution, je ne l'ai pas signée, je ne l'ai pas écrite, je ne l'ai pas signée, je ne l'ai pas votée. Elle n'est pas démocratique, la Constitution de la Ve République. Non, elle est antidémocratique. Elle n'est pas non démocratique, elle est antidémocratique. C'est-à-dire qu'elle tient le peuple à l'écart. C'est même pas qu'elle fait autre chose. Elle nous tient à l'écart. Elle organise l'impuissance politique du démos. Une constitution, entre guillemets, qui institue l'impuissance politique du démos, c'est-à-dire du peuple, c'est quand même extravagant de l'appeler, un tant soit peu même, démocratique. Elle est antidémocratique. Et c'est pas parce que tous les journalistes qui défendent le système d'exploitation parlementaire. Tous les journalistes l'appellent démocratie représentative pour nous habituer, en fait, à appeler ce régime démocratie. C'est pas pour ça que c'en est une. Réfléchissez. Quel est le pouvoir que vous avez en tant que peuple dans ce régime? Quel est le pouvoir? En tout cas, on ne peut s'exprimer qu'une fois tous les 5 ans. Mais c'est pas un pouvoir. Oui, vous avez juste le pouvoir de dire « j'accepte de ne pas avoir de pouvoir ». Voilà. Eh ben, c'est pas un pouvoir, ça. Ou bien, enfin, vraiment. Donc, j'insiste. Il y a vraiment une opération intellectuelle. Tant que vous accepterez l'idée que vous êtes un tant soit peu en démocratie, vous n'arriverez pas à penser que ce qu'il vous faut, c'est la démocratie. L'élection porte au pouvoir les pires d'entre nous. Voilà. Ah oui. L'élection, par construction, presque, parce qu'elle porte au pouvoir. Vous irez jusqu'à dire comme Mike que... Psychopathe? Moi, j'ai déjà dit que c'était je pose des questions. On est sur la même ligne, Étienne et moi. On était ensemble quand je l'ai traité de gredin, de criminel, de bandit, parce qu'en fait, c'est criminel ce qu'il fait. Donc, criminel, ça veut dire que c'est très grave. C'est pas criminel de dire que quelqu'un qui est au pouvoir fait quelque chose de criminel. On peut le dire, si on trouve que c'est grave, il faut appeler ça criminel. Ce qu'il fait, quand il détruit le droit du travail, quand il détruit la sécurité sociale, quand il détruit les retraites, c'est criminel, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il devrait être... Et quand il vend Alstom, qui est notre... Non, mais vous aviez dû affiner votre propos. Pour dire que c'était par rapport on peut étayer, tu prends le bilan de Macron. À la sécurité sociale. Et le droit du travail. Parce que si on s'arrête au mot criminel, c'est vrai que ça peut interpeller. Le mot psychopathe, c'est pareil. La criminalité, ça peut être aussi une traîtrise. Lorsqu'il vend les grands fleurons français, c'est quoi? C'est pas une traîtrise, peut-être? Quand il dessert les intérêts du pays au profit d'une puissance étrangère, quand il fait flamber les prix de notre électricité pour des raisons qui n'ont rien de rationnel et qui vont par contre faire les choux gras, qui vont faire les bonnes affaires de l'Empire américain, parce qu'il est américain, en fait, c'est un agent de l'Empire, quoi. En fait, c'est un gouverneur de province qui mate la province pour que l'Empire n'ait rien à craindre d'elle. Mais donc c'est un traître.
Voilà, donc, et normalement, un traître, la traîtrise, c'est un crime dans le code pénal. L'intelligence à l'étranger, c'est... Sarkozy a fait quand même à moitié retirer le truc. Mais, bon. Mais aussi, oui. Voilà. Pourquoi les élites ont si peur de la démocratie, Étienne Chouard? Parce qu'elles perdraient tous leurs avantages, tous leurs privilèges, tous leurs privilèges. La démocratie ne permettrait pas tous ces abus de pouvoir, toutes ces exactions, toutes ces traîtrises. Le problème des retraites, si nous avions un RIC... Ça, on va parler dans le second débat. Si nous avions un référendum d'initiative citoyenne, le problème serait réglé en 15 jours. L'Union européenne, dans tout ça, est-ce que c'est pas la quintessence de la technocratie dont vous parliez, justement? Bien sûr, c'est le gouvernement des experts. En fait, décider que c'est les experts qui vont décider, c'est littéralement antidémocratique. À Athènes, souvenez-vous qu'à Athènes, les experts étaient des esclaves. On savait bien qu'on avait besoin des experts. Ils avaient besoin d'experts, les experts qui s'occupaient de la monnaie, donc qui étaient les champions pour savoir si la monnaie était bonne, si elle était fausse, si elle avait été trafiquée. Ces gens-là étaient très puissants. On savait qu'ils étaient très dangereux. On avait besoin d'eux. Eh bien, ils étaient esclaves. Alors, esclaves, c'est pas au sens de la traite négrière. Ça veut dire qu'ils votaient pas les lois. C'est-à-dire qu'on dit, tu veux que ça se passe sur la monnaie? Ok, on a besoin de toi, mais c'est pas toi qui voteras les lois. Et donc les experts étaient tenus à l'écart. La démocratie, c'est le non-gouvernement des experts. C'est la mise à l'écart des experts du pouvoir. Or, on est exactement dans la situation inverse. Les experts sont en train de s'autonomiser, et donc ils sont en train de dépolitiser toutes nos décisions publiques. Nos décisions sont dépolitisées par une espèce de religion de l'expertise, comme si c'était conforme au bien commun, mais pas du tout. Qui est maquillé en plus en fausse société en fausse société de la société civile, quoi. Parce que Macron nous fait le coup de regarder, c'est des gens de tous les jours, c'est plus les vieux dinosaures, mais ils décident rien. Je peux vous dire que si les crapules politiciennes qui sont prises la main dans le sac, en train de voler dans la caisse, en train et qui passent devant les juges, s'ils passaient devant des jurés populaires, eh ben, ce serait pas l'impunité. À partir du moment où vous décidez qu'il y a un souverain, et que le souverain, c'est le peuple. Le souverain, il n'a pas raison ou tort. Le souverain, il décide, et puis voilà. La définition du souverain, c'est qu'il ne rend compte à personne. Et si ce n'est pas la population, c'est qui? Vous allez décider que lui et lui et lui peuvent être souverains. Et pourquoi est-ce que le peuple leur serait soumis? La démocratie, ça me paraît être le seul régime possible. Après ça, comment est-ce qu'on contrôle que la démocratie ne va pas faire des bêtises? Vous ne pouvez pas le contrôler, ça. Il va falloir que... Qui êtes-vous? Enfin, c'est la question que je me pose. Qui suis-je pour dire OK, on va mettre en place une démocratie, mais on ne pourra pas discuter de la peine de mort. C'est une blague. Qui es-tu pour interdire mais au peuple? Athènes est tombée, même elle a perdu une guerre. C'est contingent. C'est pas parce qu'elle était démocratie qu'elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée parce qu'il y a une coalition plus forte qu'elle. Mais elle est tombée au profit de Rome. Et qui Rome avait un autre type de république. Est-ce qu'on ne doit pas aller plutôt vers les institutions romaines? Mais si vous voulez, Mike, moi je ne veux pas du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Non, c'est pas la même chose. Je ne suis pas sûr du tout que la démocratie directe, comme celle d'Athènes, soit le meilleur régime. Pas du tout, je ne pense pas. Moi, je serais plutôt proposé pour établir une véritable démocratie en France. Je serais plutôt pour un référendum, je suppose. Personnellement, mais personnellement, je ne suis rien pour le dire. Il faut comprendre que vous avez chacun à faire cette réflexion. Référendum sur tous les sujets. Je pense que ce qui doit être démocratique, c'est le processus constituant. C'est-à-dire que les populations devraient, mais c'est à elles de s'en occuper, c'est-à-dire que ça ne viendra pas de l'extérieur, on ne leur donnera pas. Les populations ne vont pas se faire émanciper par leur maître, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais les populations sont les seules légitimes et capables, à la fois c'est elles qui ont le droit de le faire, et elles seules peuvent le faire, de décider le régime dans lequel elles veulent vivre. Et si elles veulent un régime représentatif, eh bien, elles le feront. Elles institueront un régime représentatif. Mais je peux vous prédire qu'elles ne vont pas instituer le même régime représentatif que les élus ont écrit. C'est parce que ce sont des élus qui ont écrit ça que les élus ont tant de pouvoir et nous, aucun. Et si c'était nous qui écrivions les règles de l'élection, nous prévoirions des élections sans candidat, un contrôle permanent, le RIC pour reprendre la main quand on n'est pas... pas déjà l'article 11 de la Constitution? Non. C'est même pas un fantôme de RIC, ça n'a rien à voir avec le RIC. C'est compliqué à mettre en place, c'est quasi impossible même. Non, mais il n'y a pas d'initiative populaire, donc non, ça n'est pas un référendum d'initiative populaire. C'est vrai. Pas du tout. Il faut que les 2 tiers des députés qui soient d'accord avec toi.
Et encore, il faut qu'ils voient après... Il y a un tiers du Sénat, je crois, en plus, non? Non, c'est un c'est sur leur bon vouloir, c'est la réforme de 2008 de Nicolas Sarkozy, c'est vraiment... oui, si jamais il veut pas... C'est une usine à gaz, quoi. Ça c'est bidon. Non, alors... Mais là, il faudrait que les vrais référendums, ils ne respectent pas, alors les faux... Il faudrait faire un avis constituant et prendre le temps de l'article 11 pour le lire et s'apercevoir qu'il n'y a pas d'initiative populaire et que même quand on est les 4 millions nécessaires et même quand on a le 5e des députés, même quand on a eu tout ça, et ce qui est super dur parce que c'est des chiffres énormes, quand on a réussi à avoir ça, il y a référendum, le président ne doit déclencher un référendum que si le Parlement n'a pas étudié le texte. Donc ça veut dire qu'il suffit d'étudier le texte, donc faites-nous voir le texte, on va l'étudier, voilà, on l'a étudié, et il n'y a plus d'obligation de faire de référendum. Donc il n'est pas contraignant. Donc ça n'a rien à voir avec un référendum. Rien, même pas le début, c'est une escroquerie. On a besoin d'une vraie transformation, mais à mon avis, dans l'ordre, ce qui va rendre ça possible, c'est le fait que nous le voulions. Or, pour le vouloir, il faut d'abord arrêter de penser avec des mots qui sont mis à l'envers. C'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Si vous appelez le régime actuel démocratie, vous n'allez pas arriver même à penser ce dont vous avez besoin. Il faut requalifier les choses en disant, bon, okay, on n'est pas en démocratie, on est en plutocratie. Qui a le Kratos? Concrètement, ça changerait quoi? Allez, une question un peu provoque, ça changerait quoi? Mais qu'est-ce que ça change véritablement en démocratie? Mais véritablement en démocratie, mais vous n'auriez plus l'abus de pouvoir, vous n'auriez plus la pollution, puisque la pollution, elle a lieu, parce que, mais oui, je l'écrivais tout à l'heure dans le train, je disais, mais parmi les choses qui vont changer dans la vie, vous allez avoir, pour l'instant, les gens qui polluent sont ceux qui portent au pouvoir, ceux qui décident. Et donc, ceux qui décident ont des comptes à rendre aux pollueurs. Et donc ceux qui décident ne punissent pas correctement les pollueurs. Mais si c'était la population qui décidait, mais vous verriez qu'il y aurait plus de fraude fiscale, il y aurait plus de paradis fiscaux, il y aurait plus de pollution, il y aurait plus de chômage. On a piqué les gens, on a mis des passes sanitaires, on leur a mis des auto-attestations, on les a enfermés, on a créé l'inflation, on a créé les crises énergétiques, et pourtant, les gens ne se révoltent pas. On a l'impression même qu'ils sont contents de vivre dans cette telle situation. Ah voilà, il y a eu une manif, ça fait 20 ans qu'on n'avait pas une manif comme ça. Mais quelle manif? C'est de la rigolade, cette manif. Il a raison. C'est de la rigolade. C'est une manif de syndicats. Ils disent, voilà, regardez, on existe, on fait des manifs. Les syndicats en France ne mettent pas 2 millions de personnes dans la rue. Mais bien sûr que si. Non, mais évidemment que si. Ils ont amené les autocars, ils ont amené des gens. Vous savez quoi? On va arriver au terme de cette première partie, de ce premier débat. Étienne, vous concluez. Je montre les caricatures en live de notre dessinateur Ignace et on passe à la séquence suivante. C'est pas ça qui est important. Vous savez, je comprends la discussion, savoir qu'est-ce qui a réussi à mettre 2 millions ou 2 millions de personnes dans la rue. C'est pas tellement ça qui compte, parce que, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est que même s'il y en avait 4 ou 5 millions, nous sommes dans un régime dans lequel la manifestation n'a pas de force contraignante. Donc ils peuvent s'en tartiner complètement s'ils n'ont pas d'honneur. Et c'est le cas, ils n'ont pas d'honneur, ce sont des bandits, des voleurs, des traîtres. Donc nous serions 10 millions dans la rue, ils s'en foutraient totalement. Attends, laisse terminer Mike, laisse terminer Étienne. Alors en plus, ils ne sortent pas dans la rue, mais je suis complètement d'accord en plus. C'est-à-dire qu'en plus, éteint par la télé, parce qu'on a laissé, et je crois que c'est probablement, il y a deux drame institutionnel que nous avons à vivre, c'est le fait de ne pas avoir la création monétaire et le fait d'avoir laissé les médias aux plus riches. Parce que les médias, je pense à la presse, la télé, les radios, mais je pense aussi aux agences de presse, aux instituts de sondage et aux instituts statistiques. Le fait que nous... les plus riches, vous parlez plutôt des familles, les plus riches, des grandes fortunes qui détiennent des médias français. La patronne du MEDEF qui est en même temps propriétaire d'un institut de sondage. Tout ça est scandaleux. Non, ça c'était à l'époque, vous parlez d'Orange Parisot. Mais ça continue. Mais ça fait longtemps qu'elle n'est plus à la tête du MEDEF. Mais d'accord, mais... Non, mais la situation est la même aujourd'hui. Les instituts de sondage sont des outils privés, qui sont des outils de formation de l'opinion, qui sont des outils de déformation de l'opinion. Et si nous voulons une démocratie, nous allons donner du pouvoir à l'opinion. Nous allons donner du pouvoir à ce que nous pensons, à ce que nous croyons. Les sondages sont l'information. Il est très important que nous ne soyons pas désinformés. C'est des petites, on va dire, consultations du peuple, quand même. Oui, mais ils sont truqués. Enfin, moi, j'ai 10 bouquins sur le trucage généralisé des sondages et les techniques de trucage. Ça devrait être un service public sous contrôle citoyen, absolument pas appropriable. Si tu veux, les riches ont réussi à prendre tellement le contrôle de la formation de l'opinion que... il faut absolument reprendre le contrôle des médias, mais dans le sens large, hein, comme je vous disais, pas seulement la presse, la radio, la télé, mais
c'est pas reprendre le contrôle au sens étatique. Hein. Je ne tiens pas du tout à ce que le journaliste devienne un organe d'État, mais je tiens à ce que les journalistes soient désignés dans la Constitution comme les sentinelles du peuple. Leur mission, c'est d'être des sentinelles du peuple. Il faut qu'on écrive dans la Constitution qu'ils ne sont pas achetables, c'est-à-dire que quand Rothschild achète Libération, parce que ça commence à bien marcher, c'était le journal du peuple, un journal qui défend le peuple, le banquier se permet de le racheter et en fait un ennemi du peuple, ça devrait être interdit dans la Constitution. Les journaux et les médias ne devraient pas pouvoir être achetés, ils devraient être inaliénables. En tout cas, dans une Constitution digne de ce nom, et vous verriez que si vous l'écriviez, vous écriviez quelque chose qui va dans ce sens, vous diriez... La volonté générale, c'est ce que veut la population. Et le Parlement, le rôle du Parlement n'est pas de devenir la volonté générale. Le rôle du Parlement, c'est de regarder, de comprendre ce qu'est la volonté générale et de la traduire fidèlement. Il y a une règle en droit très importante que vous connaissez sûrement qui dit « la loi est l'expression de la volonté générale ». La loi est l'expression de la volonté générale. On se dit « ça va, j'ai compris ». Attendez, réfléchissez. En droit, l'indicatif vaut impératif. Quand on dit « la loi est l'expression de la volonté générale », ça dit, en fait, dans le langage des humains qui ne sont pas des juristes, ça dit « la loi doit être l'expression de la volonté générale ». C'est-à-dire que quand on dit « la loi est l'expression de la volonté générale », il y a un mandat qui est donné aux parlementaires de chercher la volonté générale et de la respecter. Et il faudrait écrire sous peine de félonie et de révocation. C'est-à-dire que si tu n'as pas respecté la volonté générale, tu es viré. Or, comme c'est écrit en langage juridique, on ne comprend pas ça. Quand on n'a pas fait de droit, on se dit la loi est la volonté générale et l'expression de la volonté générale, donc parce que c'est la loi, c'est la volonté générale. Pas du tout. En droit, quand on dit la loi est l'expression de la volonté générale, ça veut dire qu'il peut y avoir des lois scélérates. Alors que quand on comprend ça dans le langage de tous les jours, on se dit la loi est l'expression de la volonté générale, donc toute loi est bonne, toute loi est légitime, parce que c'est la loi. Dans cette Constitution, le Conseil constitutionnel est un fake, c'est un faux, c'est un organe qui est composé de vieux grigous de la politique. Il n'y a que des vieux bandits qui sont chargés de surveiller les jeunes bandits. Et donc, ils ne les surveillent pas du tout, ils sont complices. Et donc, le Conseil constitutionnel... Mais c'est pas... Et c'est pareil pour la retraite. Il a raison. Les spécialistes de droit constitutionnel en France, c'est Jack Lang, Olivier Duhamel et Evelyne Pizier. Non mais attendez, Séraphine. C'est terrible. Les constitutionnalistes en France, voilà, ce sont ces gens-là. C'est terrible. Mais est-ce qu'on peut destituer le président, par exemple? Parce que l'article 68, qui peut destituer le président, on en parle. Le fameux 68 dont tout le monde revient beaucoup en ce moment. Mais il faudrait que le Parlement soit majoritaire à le décider. Or, la Constitution construit précisément une majorité qui est automatiquement favorable au président, vous n'aurez jamais. Donc, non, mais le problème, c'est aussi que les citoyens, ils en ont rien à faire, parce que si tout le monde allait voir son petit député pour lui dire, écoute, t'as intérêt à te bouger les fesses et à voter à l'Assemblée tel truc, parce que sinon, moi, je vais te faire, bon, excusez-moi, pas la peau, mais voilà, je suis. Non, mais je vais surtout tout faire pour pas que tu sois réélu. Les Français n'en ont plus rien à faire. Enfin, ils ont complètement lâché aussi leur pouvoir. Aujourd'hui, quand j'entends parler de l'État, effectivement, quand on parle d'indemnité, il faut que l'État nous aide. Mais les gens, ils ont carrément oublié que l'État, c'était eux, en fait. Et que ce que l'État allait donner en aide, ils allaient le payer en impôts. Enfin, les gens, ils sont... Enfin, excusez-moi, mais moi, je vais peut-être me faire des ennemis, je vais peut-être perdre plein de gens, voilà. Mais les gens, franchement, sont des abrutis. Je suis désolée. Donc, mais je pense que les médias devraient être inaliénables. Ça fait 15 ans qu'on réfléchit au référendum d'initiative citoyenne et qu'on associe donc, référendum, tu donnes le pouvoir à la population, à sa propre initiative. Okay. Elle peut poser des questions et elle peut y répondre, donc elle peut décider. Le RIC, c'est la souveraineté, le RIC, c'est la démocratie. Hein. C'est le pouvoir, c'est le peuple qui enfin choisit des sujets et qui décide sur ces sujets. Ça, c'est la démocratie, le RIC. Et en même temps qu'on y réfléchit, on sent bien cette objection, que pour l'instant, si nous sommes désinformés, si les riches ont les moyens de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts, par RIC, on va enquister des décisions terribles pour nous. C'est-à-dire que nous allons voter nous-mêmes des décisions terribles parce qu'on se sera fait tromper par les médias. La légitimité de ça, en plus. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans les ateliers constituants, quand on réfléchit à instituer le RIC, on fait attention à instituer en même temps, dans le même article, des médias qu'on rend indépendants. Alors, il y a deux façons de faire. Voilà. On en a trouvé deux, mais peut-être que tu en trouveras d'autres. Hein. L'intérêt des ateliers constituants, c'est que justement, on réfléchit à ça et on invente des choses.
Il y a la façon qui consiste à faire comme avec les juges. Les juges, normalement, quand ça marche bien, les juges sont indépendants. C'est-à-dire que nous décidons, nous citoyens, nous préférons avoir des juges que nous payons, nous, avec nos impôts, plutôt que ce soit les riches qui payent les juges. On n'a pas envie que ce soit les riches qui payent les juges, alors on décide de les payer nous, et on n'a pas envie que le gouvernement, le Parlement, les autres pouvoirs puissent aller dire aux juges ce qu'ils doivent juger. Donc on veut qu'ils soient indépendants, et on institue les juges pour qu'ils soient indépendants, et normalement ils devraient être contrôlés par d'autres que les juges. Et là, ils ne le sont pas. Bon. Eh bien, on pourrait faire pareil avec les journalistes. On pourrait dire, nous voulons payer les journalistes. Voilà. On ne veut pas que ce soit Bolloré qui paye les journalistes. On ne veut pas que ce soit Arnaud qui paye les journalistes. On veut que ce soit nous. Nous devrions nous syndiquer, mais nous devrions créer de nouveaux syndicats, parce que les syndicats actuels sont dépendants pour leur financement de l'Union européenne. Donc ça les rend pas hostiles du tout à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'en fait ça nous empêche de cibler l'ennemi principal, hein, parce que les consignes viennent de l'Union européenne. Alors, une des possibilités pour avoir des médias qui soient indépendants et donc qui créent un vrai pluralisme et qui ne soient pas où l'ensemble des médias ne soit pas finalement la pravda des milliardaires qui disent tous la même chose et qui... ça pourrait être de traiter nos journalistes comme on traiterait les juges. Nous voulons les payer et nous voulons les rendre indépendants des puissances d'argent et des puissances politiques, du gouvernement. Donc on les rend indépendants et puis on les contrôle quand même parce que c'est super dangereux. Hein. Le pouvoir des journalistes, il est très dangereux. Ils peuvent abuser de leur pouvoir et donc il faudrait qu'ils rendent des comptes comme les autres pouvoirs. C'est une possibilité, mais on pourrait aussi dire... nous décidons que les médias doivent appartenir à ceux qui les font et à ceux qui les lisent. Voilà, on fait comme des scopes. C'est-à-dire qu'on dit ça ne peut plus être acheté. On ne peut plus acheter un média. Un milliardaire ne peut plus s'offrir une radio, une télé. Si un média marche, il faut qu'il reste dans les mains de ceux qui produisent l'information et de ceux qui la lisent. Donc on en fait des scopes, un peu. Pour vous donner une idée. C'est une façon de rétablir une indépendance. Il me semble qu'il y a deux sujets vraiment principaux sur lesquels nous devrions nous concentrer pour réfléchir à une démocratie. Il faut absolument reprendre les médias aux riches, ça c'est très important, et il faut reprendre la création monétaire aux banquiers. C'est vraiment deux choses très importantes sans lesquelles... Alors bien sûr, il faut aussi reprendre le processus constituant aux politiciens, il faut reprendre le processus constituant aux politiciens. C'est-à-dire qu'à mon avis... il va y avoir une insurrection, je ne sais pas quand, et ça m'est égal. Le prétexte, je ne peux pas vous dire quand, et ce n'est pas parce que je ne peux pas vous dire quand que ça n'aura pas lieu. Ça va avoir lieu. Mais les choses ne changeront que si, dans le chaos de l'insurrection, les politiciens de l'opposition, de l'ancien régime, vont sortir en disant « on va vous aider, on va vous émanciper, on va s'émanciper, on va élire une assemblée constituante ». Et là, il faut que la population soit, parce qu'elle est entraînée, il faut qu'elle résiste en disant « non, on ne veut pas élire l'assemblée constituante, on ne veut pas que ce soit les politiciens, on ne veut pas que ce soit les élus qui écrivent les règles de notre représentation. On veut que les représenter, nous voulons écrire nous-mêmes les règles de la représentation ».